Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Lou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, on va commencer cette nouvelle série sur les transports et logiciels libres. Après le premier épisode où on a parlé de systèmes de simulation de systèmes de transport au Canada, cette fois-ci, on va parler de simulation ferroviaire. Et je suis très heureux d'avoir avec moi 3 personnes qui vont nous parler d'un sujet que je suis un peu, qui s'appelle un logiciel qui s'appelle OSRD. Donc, c'est 3 personnes de la SNCF. J'ai avec moi Céline Durup qui est experte Open Data, Johan Durand qui est développeur web et Loïc Hamelin qui est directeur de projet. Et avec eux, on va parler d'OSRD, on va parler de logiciels libres à la SNCF et aussi de fondation. Vous allez voir, il y a pas mal de sujets, ça va être très intéressant, même pour les gens qui, comme moi, ne sont pas des geeks des ferrovipates. Voilà, vous allez voir, ça va être très bien. Eh bien, écoutez, à tous les 3, bienvenue sur le podcast Projet Libre. Bonjour Walid. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Eh bien, on va commencer par la rituelle présentation. Je vais commencer par vous demander de vous présenter, nous faire un petit peu votre parcours et nous expliquer aussi un petit peu comment vous êtes tombé dans le logiciel libre ou dans l'open data. Céline, à toi l'honneur. Est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Céline Durup, je travaille sur des projets liés à l'open data en particulier et aussi à l'open source un peu moins, mais j'aimerais que ce soit un peu plus le cas. Et ça l'est depuis que je travaille sur les projets OSRD. Donc moi j'ai un parcours de géomaticienne à la base, donc la géomatique c'est la science qui s'intéresse à la façon dont on peut manipuler, visualiser, analyser des données géographiques avec des outils informatiques. Et j'ai commencé ma carrière à la SNCF il y a quelques années sur des projets d'abord d'information voyageurs, puis maintenant depuis 2 ans chez OSRD sur des projets de simulation ferroviaire. Et dans tous ces projets, j'ai travaillé sur la façon dont on pouvait intégrer plus de données open data et en particulier des données ouvertes géographiques et encore plus en particulier les données de la base OpenStreetMap qui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est une base de données géographiques ouverte et collaborative. C'est-à-dire un peu comme Wikipédia, que chacun et chacune peut aller ajouter, modifier, compléter les informations de la base. Et cette base est extrêmement complète et précise et elle est une opportunité très intéressante pour plein d'usages que je pourrais détailler dans la suite de nos échanges. Donc, je travaille à la SNCF pour accompagner les équipes qui ont des besoins de données et les sensibiliser au sujet de l'open data et les aider à consommer de la donnée open data. Voilà, je détaillerai plus tard sur SRD ce que ça veut dire. Et puis sur la partie logiciel libre, moi c'est toujours quelque chose qui m'a attirée, qui m'a intéressée. En géomatique, on a un très gros logiciel libre qui s'appelle QGIS, que vous connaissez peut-être. Et c'est vraiment un domaine dans lequel il y a une rivalité entre la communauté du libre et un très gros éditeur que je ne citerai pas qui édite un logiciel concurrent. Et donc, c'est un domaine dans lequel on a vite l'occasion de constater à quel point c'est intéressant de contribuer à des projets libres et collaboratifs plutôt que consommer des logiciels propriétaires. Donc, ça m'a attirée vers ces sujets dès mes études et je suis contente d'avoir pu les continuer à la SNCF. Ah, super. Alors, 2 précisions. La première, c'est que je mettrai dans la transcription un lien vers ta conférence que tu as donnée au FOSDEM dans la track de transport en 2023. Conférence très intéressante. Et le deuxième, c'est que pour les seuls et ceux qui veulent en savoir plus sur OpenStreetMap, je vous invite à aller voir l'épisode que j'ai fait avec Christian Kest il n'y a pas très longtemps. Et on fait une introduction à OpenStreetMap. Donc voilà, ça sera tout à fait approprié. Johan, de ton côté, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, du coup, Johan Durand, 20 ans bientôt de bons et loyaux services à la SNCF. J'ai pas toujours été développeur. J'ai fait pas mal de métiers, dont celui de conducteur de train. Par souci de santé, j'ai dû me reconvertir et j'ai choisi notamment le développement par passion de base, par passion pour cet univers. Étant donné que j'ai toujours eu une forte appétence pour le logiciel libre et l'open source, ça s'est fait assez naturellement, mon approche vers OSRD. Et à force de discussion, j'ai intégré le projet. Donc, je suis développeur front-end en OSRD, donc je m'occupe essentiellement de la représentation et de l'intégration. Depuis quelques temps, plutôt spécialisé sur les graphiques et sur les tests end-to-end. Et voilà. Super, merci. Pour finir, Loïc, est-ce que tu veux bien te présenter ? Moi, je suis Loïc Hamelin, je suis responsable du programme et
Et à l'origine même de la création du projet, il y a 2000 ans, moi j'ai commencé à la SNCF il y a 26 ans maintenant, comme conducteur de train, comme Johan. Puis j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des études et j'ai fait des études notamment, en partie d'informatique et ce qui m'a permis de voir les enjeux des systèmes d'information et du développement logiciel. Et avec l'expérience opérationnelle aussi, je me suis vite rendu compte qu'on n'avait pas forcément tous les outils nécessaires pour aider à la gestion opérationnelle en cas de situation perturbée et pour aider à la prise de décision pour réguler le trafic. Grâce à d'autres expériences professionnelles, notamment filiales chez Sistra, où j'ai fait des études d'exploitation et j'ai utilisé des logiciels de simulation, j'ai vu qu'il y avait un potentiel sur ces logiciels qu'on pouvait développer en propre et l'utiliser par la suite pour aider à la prise de décision en opérationnel, pour aider à la résolution de situations perturbées. Et après, pourquoi OSRD en open source? Au début, c'est quelque chose qu'on m'a dit de faire, c'est mon responsable de l'époque qui m'a dit: «OK, tu veux faire un simulateur, tu le fais en open source» et ça s'est arrêté là. Et en fait, maintenant, c'est dans les gènes du projet. Je vois pas comment OSRD ne pourrait ne pas être open source, tellement ça a du sens dans notre cas d'être transparent sur les simulations pour expliquer pourquoi on fait ces choix d'investissement, par exemple, parce que c'est à ça que servent les simulations. Ça conduit souvent à des choix d'investissement lourds sur le réseau ou de matériel roulant ou plein de choses, quoi, en fait. Mais comme derrière, il y a énormément d'argent public en jeu, en fait, il faut que les outils qui ont conduit à la décision soient aussi clairs que le résultat, en fait. Et donc, c'est intrinsèquement, en un seul mot, OSRD doit être open source puisqu'il doit être auditable, doit avoir confiance et puisque c'est un outil qui doit être commun aussi pour aider à partager les résultats, mais aussi à aider le système ferroviaire dans son ensemble à avoir une base commune pour éviter les problèmes d'interopérabilité DSI, les problèmes de modèles de données qui sont complètement différents et surtout qu'ils soient capables pour nous, pour le ferroviaire, de simuler à l'échelle européenne pour rendre le train compétitif par rapport à la route ou à l'avion. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai parlé de SNCF, donc vous travaillez pour SNCF Réseau, donc le gestionnaire d'infrastructure. SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure. Ouais. On est dans une direction qui s'appelle la Direction générale de l'exploitation et dans une entité qui s'occupe de la digitalisation des métiers de l'exploitation. Donc, justement, fournir aux opérateurs ou fournir aux chargés d'études des outils numériques modernes pour aider à améliorer le ferroviaire ou à promouvoir le ferroviaire. Très bien. La première chose qu'on peut faire maintenant, c'est commencer par définir pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas ce domaine, qu'est-ce qu'OSRD en fait? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'OSRD? OSRD, moi j'aime bien, quand j'en parle, dire que si je me retrouve dans un pays où il n'y a rien, il n'y a pas un rail, il n'y a pas un train, il n'y a que dalle, on peut décider de tracer via notre éditeur le système, rajouter une signalisation, créer des trains, les faire rouler sur ce système, créer des sillons de dernière minute, donc au dernier moment où, selon une temporalité, décider que entre deux trains prévus dans une grille horaire, on va pouvoir balancer un train au milieu, faire en sorte que ça matche, qu'il passe, qu'il s'arrête aux bons endroits, qu'il arrive à destination dans une échelle de temps acceptable. Du coup, SRD, oui, c'est un simulateur complet de design ferroviaire, comme son nom l'indique, où on va pouvoir gérer notre infrastructure finement, dans le détail, créer le grille horaire sur les temporalités qu'on souhaite, dans les endroits qu'on souhaite, créer le sillon de dernière minute et éditer tous nos trains, tous nos matériels roulants. Tout ça basé sur des outils open source, donc OpenStreetMap quand on en parle pour la visualisation. On était sur D3JS jusqu'ici, donc une librairie open source pour tracer des graphiques. Maintenant, on utilise nos propres méthodes. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Moi, je vais compléter. En gros, l'ambition d'OSRD, c'est d'être vraiment le jumeau numérique de l'exploitation ferroviaire, à la fois dans la partie théorique, c'est-à-dire avant la circulation des trains, mais aussi un jour, à plus long terme, du fait d'être ce jumeau numérique, aider les opérateurs à prendre des décisions. Et notamment, comme le disait Johan, il y a une partie qui est très proche de l'opérationnel, c'est
trouver un chemin dans l'espace et dans le temps pour des trains qui auraient un besoin de circuler une semaine avant le jour de circulation. Le ferroviaire, c'est pas comme la voiture. On décide pas qu'on va rouler dans 1 heure. C'est pas possible. Tout est planifié des années à l'avance. Donc, pour les sillons de dernière minute, donc pour les trains qui vont circuler à la dernière minute, on va avoir besoin d'outils spécifiques pour faire ça. Et actuellement, c'est plutôt fait à la main. C'est par des experts métiers et on a besoin d'être encore meilleur pour favoriser le fret ferroviaire, encore une fois, vis-à-vis de la route, quoi. Avant de rentrer dans la genèse d'OSRD juste après, quelle est la licence ou les licences qui sont utilisées, que vous avez utilisées, pour le code d'OSRD? Alors nous, on est sous LGPL V3. On a choisi cette licence-là en partie parce que on veut, de notre côté, pouvoir garder des parties propriétaires. Si on a des algorithmes intelligents ou qu'on veut pas forcément partager, et ben, on veut pouvoir les garder propriétaires. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est aussi que il y a des éditeurs de logiciels et on veut pas les tuer. On veut juste se mettre d'accord sur un socle commun et qu'eux fassent du business, avec les parties qu'ils ont développées eux-mêmes ou s'ils font des trucs intelligents, il y a aucun problème pour qu'ils les gardent pour eux et qu'ils fassent du business avec, en fait. Mais le socle commun qui permet à tout le monde d'échanger, d'être d'accord sur les résultats de calcul, vraiment sur le socle de simulation du système ferroviaire, ça, on veut vraiment que ce soit quelque chose de pas d'universel, mais de vraiment partagé au moins à l'échelle de l'Europe, quoi. Ouais, la LGPL permet d'embarquer du code, libre dans des outils, propriétaires. Ouais, mais en revanche, si quelqu'un de l'extérieur qui a développé ses propres modules qui garde propriétaire, qui veut modifier le cœur ou corriger le cœur de la partie libre, il est obligé de la partager à tout le monde. Donc, normalement, c'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Quels sont les langages que vous utilisez, à l'intérieur de OSRD? Si on part de la partie back-end, on va avoir donc une partie en Rust pour la gestion des endpoints et une partie en Kotlin pour ce qui est le cœur du calcul. On va avoir un petit peu de Python pour nos batteries de test, notamment pour la gestion de la donnée. On va avoir donc sur la partie front, c'est du React, TypeScript, avec tout un paquet de librairies qui s'y ajoutent. Voilà. OK. Donc c'est du Rust, il y a pas de C, C++, quoi? Non, là, en l'occurrence, le choix a été fait sur Rust. OK. Parlons un peu de la genèse d'OSRD. J'aimerais bien comprendre, en fait, le cheminement qui, mène à la création d'OSRD, c'est-à-dire, au moment où c'est créé, quel est un peu le panorama des différentes solutions? Qu'est-ce qui fait que vous en arrivez à vous dire: «OK, on va créer notre propre produit libre pour faire ça»? La décision a été prise réellement en 2019 par le COMEX de SNCF Réseau de dire on va développer notre propre solution. On était et on est encore aujourd'hui tributaire de produits du marché qui communiquent pas entre eux, qui agissent comme des boîtes noires, qui fonctionnent comme des boîtes noires, sur lesquelles, comme je disais tout à l'heure, on prend des décisions d'investissement qui sont extrêmement importantes. À SNCF Réseau ou dans le ferroviaire, le cœur de ces logiciels, c'est le calcul de marche. Le calcul de marche, ça nous permet en décrivant le matériel roulant et l'infrastructure, de dire si un train part à 12h04 de Paris-Lyon, il arrivera à 14h09 à Lyon-Part-Dieu. On le calcule, c'est pas un hasard, tout ça c'est calculé. L'algorithme, il est assez simple, enfin, c'est de la physique de Newton, hein, ma égale somme des forces, et puis après on fait de l'intégration numérique. C'est un peu plus compliqué que ça à mettre en œuvre. Il n'y a pas de secret industriel derrière ce truc-là et cet algorithme de calcul de marche, nous, on en a, beaucoup, plusieurs, on va dire, à SNCF Réseau ou à SNCF et on a des fournisseurs qui utilisent d'autres logiciels, qui utilisent leur propre algorithme de calcul de marche, alors que c'est ultra stratégique parce que, du temps de parcours, on va pouvoir savoir si on peut rajouter plus de trains sur une ligne, donc plus de capacité, consommée ou plus de voyageurs transportés ou de marchandises transportées. Donc, avoir plusieurs boîtes noires qu'on n'explique pas et qui donnent des résultats différents, c'était pas acceptable. Donc la décision, ça a été de dire, nous, on avait une petite expérience de simulation, on avait fait des prototypes, on savait que c'était faisable et donc quand on a présenté ça, au Comex Réseau en mai 2019, la décision a été parmi d'autres, mais ça a été de dire: «Bon OK, on lance, le développement de notre propre, outil de simulation». Il a fallu du temps pour, pour mettre en œuvre, parce que c'est quelque chose quand même qui demande,
et des compétences de développement et des budgets. Quand tu dis «on», c'est qui? C'est les personnes avec qui j'étais à l'époque. Enfin, on était 2 au tout début. Enfin, il y avait moi qui avait proposé. Il y avait une deuxième personne qu'on a embauchée pour, une physicienne, Juliana pour pas la citer, qui est venue, avec moi dans l'équipe pour faire les premières lignes de code en 2019 et puis, après on est resté 2 ans, un très petit groupe et on avait déjà publié du code qui était ce qui était, mais on n'était pas non plus, un éditeur logiciel pour faire ça. On a eu la chance de bénéficier de subventions européennes, ce qui nous a permis de structurer une équipe vraiment, de recruter, beaucoup et de développer vraiment la solution OSRD telle qu'elle est actuellement. On l'a commencé en gros il y a 3 ans, vraiment le gros développement. On est passé d'abord de 4 à 8 et puis, maintenant on est 50 en gros quoi. Donc on développe la solution OSRD en interne. Alors quand je dis en interne, c'est une équipe, intégrée dans les bureaux de SNCF Réseau. Il y a des gens de SNCF, Group, il y a des gens des prestations diverses, il y a des, freelances, il y a des gens en portage, enfin il y a tout plein de profils qui sont avec nous, mais qui sont intégrés comme une équipe donc dans d'une cinquantaine de personnes. C'est quelque chose qui revient, souvent, dans le premier épisode que j'ai fait sur le sujet des transports avec l'équipe de transition, donc eux, c'est des Québécois, ils travaillent, à Polytechnique Montréal. En gros, ils disaient après la même chose, c'est on prend des logiciels, ils font des calculs, on n'arrive jamais à trouver le même résultat et on doit engager, des dépenses là-dessus. Eux aussi, ils disaient un autre truc qui est, en fait, on forme des gens sur des logiciels propriétaires alors qu'on pourrait les former sur des logiciels, qu'on maîtrise et qu'on est capable d'expliquer. Donc en fait, c'est un sujet assez récurrent, l'accès aux algorithmes et l'accès aux données, quoi. Ouais, c'est clairement ce qui nous a, menés. Alors outre le fait qu'on veut favoriser le train, outre le fait qu'on veut de l'explicabilité, de tout ça, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Le premier besoin, c'est de comprendre ce qui se passe dans les logiciels et donc quoi de mieux que d'avoir accès au code, voire même d'avoir développé le code, quoi. Et là, OSRD, il est utilisé principalement par SNCF Réseau ou alors aussi les autres entités du groupe, l'utilisent pour certains besoins, propres? Alors sur la partie sillon de dernière minute, on l'a ouvert aujourd'hui. Vraiment, c'est pas une blague, hein, on l'a ouvert aujourd'hui aux entreprises ferroviaires fret, aux premières entreprises ferroviaires fret, pardon, pour une période de test parce c'est le premier lancement, quoi. On l'utilise aussi pour les simulations depuis un petit moment, mais plutôt avec des bêta-testeurs, on va dire. Enfin, c'est pas encore, on n'est pas abouti, hein, même si ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. C'est un logiciel qui est tellement complexe, qui demande beaucoup de développement et le développement, ça prend du temps, enfin et qui est très ambitieux, encore une fois. Donc on a déjà des premiers cas d'utilisation réels, à SNCF Réseau. Donc il va y avoir des utilisateurs clients, notamment comme les entreprises ferroviaires, là, à partir d'aujourd'hui et il est possible qu'une autre, alors ce sera une entreprise ferroviaire européenne, l'utilise. Ils vont faire des premiers tests à partir on les voit la semaine prochaine aussi. Il est possible que ça commence à se diffuser, dans l'Europe et puis on collabore aussi avec les Suisses. Ça, je sais pas si tu avais l'information, je pense qu'on en a déjà parlé. Ouais, tu en as parlé dans la conférence, que tu as donnée à Open Source Experience sur les fondations métiers avec, Amel Charpal. Amel, ouais, donc c'est pas franchement, ils vont pas utiliser notre solution, mais enfin il y a une collaboration avec les chemins de fer suisses qui est très intéressante, qui a apporté de la valeur pour nous dans le logiciel. Nous, on fait des développements pour eux, donc normalement tout le monde y gagne. Donc c'est une autre forme d'utilisation d'OSRD ou de l'équipe OSRD ou de la capacité de développement d'OSRD, quoi. Avant qu'on passe à la partie suivante, quand vous allez devant le comité exécutif de SNCF Réseau et que vous pitchez ce projet, dès le départ, il y a l'idée de se dire: «On fait une plateforme commune européenne», quoi. C'est quelque chose qui était là dès le départ ou c'est une ambition qui s'est révélée plus tard? Non, ce que j'ai proposé au COMEX, c'est vraiment d'avoir notre propre outil de simulation. Après, il y a une infinité de façons de le développer. On aurait pu faire un client lourd, on a fait un client web, on aurait pu faire un truc, centré sur la France, on aurait pu faire un outil propriétaire. Tout ça, après, c'est des choix qui arrivent par la suite. Moi, j'avais quand même l'ambition long terme de l'ouvrir au maximum. Il nous fallait aussi un espace neutre pour mettre cet outil pour si on veut qu'il soit réutilisé par d'autres entreprises ferroviaires ou d'autres gestionnaires d'infrastructures,
fallait pas que ce soit un outil purement SNCF. Fallait le mettre dans un espace neutre et qu'il y ait une gouvernance partagée ou une gouvernance claire aussi sur ce logiciel-là. Et c'est comme ça qu'on en arrive à OpenRAI après. Ouais, on va en parler après de la fondation Penrail. Le sujet suivant que j'aimerais aborder, c'est le sujet des données, parce que pour un simulateur, il faut des données. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est, quand vous commencez le projet, de quelles données vous disposez, de quelles sources de données et donc comment vous vous en servez et comment vous contribuez, aussi, justement à l'enrichissement de ces données, à la fois données publiques ou vos référentiels en interne. En fait, en gros, un peu comment ça s'organise, Céline? Alors, pour fonctionner, OSRD a besoin de 3 types de données différentes. D'abord, des données qui permettent de décrire l'infrastructure. Donc, l'infrastructure du réseau ferroviaire, ça va être où sont les voies, donc les rails, où sont les signaux ferroviaires, où sont les gares, où sont tous les éléments qu'on a besoin de connaître pour savoir l'origine et la destination des trains qu'on va vouloir tracer, mais aussi tous les éléments qui vont impacter le calcul de marche dont parlait Loïc tout à l'heure, donc les déclivités, les systèmes de signalisation, les limites de vitesse, etc. Tous ces éléments, je vais d'abord présenter les 3 types de données, et ensuite j'expliquerai les différentes sources qu'on a. Donc, premier type de données, les données d'infrastructure. Ensuite, deuxième type de données, les données de matériel roulant. Donc là, on va décrire l'ensemble des matériels qui peuvent circuler sur les voies, donc des locomotives, des automoteurs et les wagons qu'on peut y attacher. Pour ces données, on va avoir des informations de modélisation physique, telles que leur poids, leur longueur, leur puissance de traction et de freinage, leur compatibilité avec l'infrastructure également. Donc, par exemple, quel système de signalisation elle supporte, quel est leur gabarit, est-ce que ce gabarit est compatible avec celui de l'infrastructure. Et enfin, le troisième type de données dont on a besoin pour SRD, c'est des données de grille horaire, donc savoir quels sont tous les autres trains qui sont déjà planifiés sur le réseau pour la fonctionnalité qui permet d'ajouter un train, de pouvoir savoir quels sont les trains déjà prévus et comment le train qu'on veut ajouter ne va pas perturber tous ces trains qui sont déjà prévus. Et donc, ces données de grille horaire, elles vont être composées d'un identifiant de train et puis de l'ensemble des horaires de passage à chacun des points de passage de ce train. Donc, 3 types de données, infrastructure, matériel roulant et horaire. Pour ces 3 types de données, actuellement pour SRD, on consomme, pour les usages internes de SNCF Réseau, on consomme des référentiels internes. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ces référentiels, je ne pense pas que ça intéressera les auditeurs et les auditrices. Mais on s'est aussi penché sur la façon dont on pourrait accéder à ces données avec des données open data, et ce pour plusieurs cas d'usage, donc notamment celui d'avoir une version publique d'OSRD qui puisse être testée par les personnes qui sont intéressées, et aussi par celui de pouvoir collaborer avec des personnes en dehors de SNCF Réseau, donc que ce soit des entreprises ferroviaires, des laboratoires de recherche ou des entreprises qui voudraient développer des fonctionnalités pour compléter OSRD, comme le mentionnait Loïc tout à l'heure, ou pour tout autre cas d'usage qu'on pourrait imaginer. Du coup, pour répondre à ces besoins d'open data, on ne va pas avoir les mêmes réponses selon les types de données. Pour les données d'infrastructure, on a une première piste qui est d'utiliser les données d'OpenStreetMap. C'est la présentation que j'avais faite au FOSDEM il y a 2 ans. La limite, c'est que les données OpenStreetMap sont assez différentes selon les pays. Donc, on a fait une première version qui fonctionne assez bien. Elle n'est pas 100% complète, mais elle est fonctionnelle sur l'Allemagne, qui est le pays où on a trouvé les données OpenStreetMap les plus complètes. Malheureusement, pour la France, les données OpenStreetMap ne sont pas complètes pour le moment, et notamment parce qu'il nous manque des données, des informations sur la signalisation. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de compléter ces données avec les données de l'Open Data SNCF, puisqu'il y a pas mal de jeux de données qui sont en Open Data sur le site de SNCF que vous pouvez aller consulter. Mais malheureusement, il n'y a pas toutes les données dont on aurait besoin pour OSRD qui sont 100% en Open Data. Donc, on fait des démarches internes pour essayer de publier ces jeux de données de manière à pouvoir les compléter. Mais c'est des dynamiques qui sont assez complexes et assez lentes. Donc, j'espère qu'on y arrivera un jour, mais c'est difficile de mettre une date de publication sur ces données pour le moment. Ça dépend vraiment beaucoup des dynamiques internes politiques par rapport à ces sujets. Parfois, on est dans des phases plutôt ouvertes où on va publier plein de nouvelles données. Ensuite, parfois, il va y avoir des phases de recul où on va dire non, finalement, c'est pas bien de faire de l'open data, on va arrêter de publier des nouveaux jeux de données. Puis ensuite, peut-être ça repart dans l'autre sens. C'est assez difficile de comprendre exactement pourquoi et comment il y a ces vagues. Mais tu veux compléter là-dessus, Loïc ? On a aussi des obligations de publication de jeux de données au niveau européen, notamment.
C'est encore moins complet que ce que Céline décrit, mais j'ai bon espoir que dans le futur, on ait suffisamment de données à l'échelle européenne pour nous permettre de brancher OSRD sur une infrastructure européenne. C'est des obligations européennes? Oui, ça s'appelle le référentiel d'infrastructure, le RINF, et petit à petit, l'Europe oblige les gestionnaires d'infrastructure à publier des données. Ça va progressivement, hein. D'abord, le schéma des lignes, ensuite les points remarquables qui sont sur les lignes, et puis après on fera les voies, puis après, plein d'autres, données pour, nous arriver, à avoir une infrastructure fonctionnelle à l'échelle de l'Europe. OK. C'est un travail de très longue haleine, quoi, à l'échelle de l'Europe. Ouais, à l'échelle de l'Europe, c'est de très longue haleine. C'est un travail de négociation, j'imagine, entre les gestionnaires d'infrastructures et l'Europe. On n'a pas tous, des données, du même niveau de qualité, donc forcément, il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Voilà, donc c'est de l'harmonisation à l'échelle de l'Europe qui est assez complexe. Pour résumer, les données d'infrastructure, pour le moment, c'est compliqué, mais OpenStreetMap, c'est super riche, ça marche déjà sur certains pays et on a bon espoir de pouvoir continuer d'enrichir ça dans les années à venir, soit via OpenStreetMap, soit via une politique d'open data du groupe SNCF, soit via des contraintes légales européennes que citait Loïc. Ensuite, sur les données horaires, il y a déjà une partie des données horaires qui sont en open data, pareil, mises à disposition par SNCF. Malheureusement, ça contient pas l'intégralité des trains, notamment ça contient pas tous les trains de fret qui sont pas publics, mais bon, ça, j'avoue que je sais pas du tout si ça a vocation à être élargi dans les années à venir. Mais il y a déjà une très bonne base de travail. Et enfin, sur les dernières données dont on a besoin, donc les données de matériel roulant, là, ce sont des données qui sont assez sensibles puisqu'elles appartiennent aux entreprises ferroviaires et aux constructeurs de matériel, donc on ne peut pas les publier telles quelles. Mais par contre, on a un projet qui devrait aboutir très prochainement, en tout cas dans le début de cette année 2025, qui est de publier des matériels roulants factices, mais qui ont des caractéristiques physiques cohérentes. C'est pas un TGV en particulier, mais ça va être un train à grande vitesse qui pourrait être n'importe lequel des TGV ou autre train à grande vitesse d'un autre pays et qui pourrait être utilisé pour tracer des trains à grande vitesse sur OSRD. Et ainsi d'avoir un modèle open data de chacun des types de matériel roulant principaux. Et vous collaborez, parce que donc vous contribuez d'une manière ou d'une autre, en tant qu'SNCF Réseau sur OpenStreetMap, mais vous avez aussi des contacts avec, d'autres entités qui pourraient, je pense en particulier, il y avait une conférence, State of the Map, cette année, des gens de SNCF Voyageurs qui expliquaient comment ils contribuaient aussi, je crois, sur des données de gares. Donc je voulais savoir si vous aviez des contacts ou si vous avez, voilà, vous étiez dépendant, de leurs données aussi, d'une manière ou d'une autre? Alors oui, il y a plusieurs services de SNCF au sens large qui sont intéressés par les données OpenStreetMap, qui les consomment et qui les enrichissent pour pas mal de cas d'usage différents. Donc bon, je ne veux pas tous les citer, mais on est en contact en tout cas en interne pour partager sur ces sujets. Ça se recouvre pas toujours exactement. Par exemple, les données de gare qui sont collectées dans OpenStreetMap par Transilien, nous, on n'en a pas besoin pour OSRD parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt la description du réseau ferroviaire et pas spécialement des gares. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un intérêt commun sur ces données. Et c'est vrai qu'on a notre petite communauté OpenStreetMap interne SNCF pour collaborer sur ces sujets, pour se donner des informations aussi sur la façon de consommer les données, sur les entreprises avec lesquelles on peut travailler aussi pour nous accompagner dans ces sujets. Donc j'en profite pour faire de la pub pour la Fédération des pros d'OSM. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir leur site c'est une fédération d'entreprises qui connaissent très bien OSM et qui peuvent accompagner sur des projets soit de collecte de données, soit d'utilisation de données ouvertes. Voilà. Je mettrai un lien vers, une conférence récente, je ne sais plus dans quel salon, où justement ils présentent, la fédération des pros d'OSM. C'est un sujet très intéressant aussi. C'est vraiment un enjeu qui revient, dans plein de domaines différents, et d'avoir un commun et de pouvoir l'enrichir et en prendre soin et faire en sorte que ça contribue à tout le monde. C'est intéressant aussi parce que dans l'épisode sur OpenStreetMap, Christian Kest, il dit qu'effectivement le pays numéro 1 pour la cartographie dans OpenStreetMap, c'est l'Allemagne. Donc effectivement, voilà, ça confirme bien, quoi. Et si je peux ajouter quelque chose, pas spécifiquement sur, en fait, ça a aussi un rapport avec l'open data, mais sur les données en général, on a un très gros enjeu sur la qualité des données. Et c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer et à faire, déjà à évaluer et ensuite à faire évoluer. Et du coup, je pense que l'open data, c'est vraiment une opportunité
pour mettre en commun nos efforts de mise en qualité des données et aussi pour avoir une évaluation critique de la qualité des données qui puisse être réalisée par n'importe quel réutilisateur ou réutilisatrice de ces données. Donc là-dessus, c'est vraiment, je pense, une des grandes forces de la donnée ouverte et en particulier de la donnée collaborative, de permettre d'avoir de la donnée qui est en bien meilleure qualité que de la donnée interne qui est forcément à moins de réutilisateurs et du coup moins de personnes qui vont être capables d'alerter si jamais il y a des problèmes de qualité. Et si on a un jeu de données ouvert où ça permet de toucher plus de monde aussi, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'utilisateurs de OSRD avec un jeu de données ouvert. Et Céline en a parlé tout à l'heure, il y a des gens qui font des choses très bien en recherche pour le ferroviaire dans des labos et qui n'ont pas accès ni au logiciel ni aux données de description d'infrastructure. Et si on arrive à leur fournir et logiciel et algorithme et jeux de données, ils pourront apporter leur contribution à l'amélioration du système ferroviaire. Et c'est super intéressant parce qu'ils travaillent avec leurs moyens dans leur labo et malheureusement, on n'arrive pas à capter la valeur qu'ils produisent eux, alors que tout le système ferroviaire devrait en bénéficier. Vous avez déjà présenté votre travail, justement dans certains labos? Oui, on travaille ou on a des contacts ou, avec, 2 labos en particulier. Enfin, c'est Gustave Eiffel à Lille, l'université Gustave Eiffel et puis, avec l'UTC donc à Compiègne. Voilà, on échange aussi avec, l'école centrale. La communauté, recherche ferroviaire est assez active, donc on a souvent des interactions. OK. Sujet suivant, je voudrais qu'on parle de l'équipe. Quels sont les différents profils qu'on trouve dans l'équipe? Comment ils en arrivent à venir travailler en fait, sur cet outil? Là, tu as dit tout à l'heure, Loïc, qu'il y avait à peu près une trentaine de personnes qui travaillent, dessus, donc quel profil on va retrouver dans l'équipe? Alors on est 50. Ah 50, pardon. 50, et 1, 2, 3, 4, honnêtement, je sais plus, je suis désolé. Alors les profils, ils sont divers et variés et je crois que c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de cette équipe, c'est d'avoir ces profils divers et variés. C'est-à-dire qu'on n'a pas, que des gens issus d'écoles informatiques, des ingénieurs informaticiens, on en a, c'est clair. Des ingénieurs informaticiens très brillants qu'on a recrutés, soit, directement en interne SNCF, soit par d'autres, dispositifs contractuels, on va dire. On a, Johan en a parlé et peut-être qu'il expliquera le programme Up2Dev de ISNCF qui a permis, un certain nombre de personnels SNCF de se reconvertir dans le développement informatique. Je ne sais plus si on a des autodidactes encore, mais on a des reconvertis, mais pas par la SNCF. On a des physiciens ou physiciennes d'ailleurs. On a un peu tous les profils. Côté Up2Dev, si tu veux présenter les gens de l'équipe, Johan? Oui, alors Up2Dev, c'était un programme interne de la SNCF, en tout cas de la SNCF Group, côté ISNCF essentiellement. L'idée, c'était de former quelques centaines de nouveaux développeurs pour des profils en reconversion essentiellement. Double bénéfice pour ça. Le premier, c'était d'avoir de la main-d'œuvre assez rapidement. Et en plus, d'avoir une main-d'œuvre qui a une connaissance potentiellement métier déjà et qui peut apporter cette connaissance dans les développements futurs. Donc, on fonctionne un petit peu comme une régie, c'est-à-dire que on va être envoyé en mission là où on a besoin de nous au sein des entreprises SNCF. Vraiment, là, il y a aussi beaucoup de profils. J'ai fait du commercial au tout début et ensuite j'ai été à l'attraction en tant que conducteur de train. Derrière, j'ai fini dans les bureaux en pôle informatique. Et à côté de ça, j'ai un collègue qui a été aussi conducteur de train, un autre d'ailleurs qui était au commercial. On a un ancien horériste. Oui, c'est assez varié en soi. Donc, on a fait en fait un bootcamp sur 7 mois avec un passage de titre à la fin. Donc, c'est sûr que là, Loïc parlait des ingénieurs qui sont arrivés dans le projet en premier. Je ne vais pas mentir, hein, quand on est arrivé, il nous donnait pas mal le vertige quand même. Il nous donne d'ailleurs toujours le vertige, mais finalement, en fait, il y a suffisamment de bienveillance dans le projet pour qu'on avance à notre rythme. En tout cas, pour des 2D, c'est comme ça. 2 questions là-dessus. La première, c'est, est-ce que c'est une motivation personnelle de venir travailler sur ce projet-là ou est-ce que c'est Loïc qui vous a trouvé et recruté? Et la deuxième, c'est, qu'est-ce que ça fait en tant qu'ancien conducteur de train de travailler sur un outil, donc de l'autre côté de la barrière? Est-ce que vous aviez connaissance de toutes les implications, que ça représentait? Alors, pas du tout. D'ailleurs, en plus, je peux vraiment bien en parler puisque je suis un escroc. Je me suis littéralement invité à la journée de découverte pour être embauché. Non, en fait, l'idée, c'était dans un premier temps, en fin de formation, d'avoir un stage. Du coup, on avait des propositions de stage un petit peu partout.
dont OSRD, qui souhaitait promouvoir justement la reconversion aussi. Et quand on est arrivé dans OSRD, tout ce qu'on savait finalement, c'est que c'était un gros projet chez SNCF Réseau, et qui recherchait potentiellement des profils issus de l'attraction. Donc, les métiers de la conduite, notamment, ou autres, et surtout des profils plutôt full code, non pas low code, comme on peut avoir aussi côté des ED. Et effectivement, quand on est arrivé à cette journée de découverte et qu'on a vu donc déjà l'ampleur du projet, ayant un peu de connaissances métiers, les gains que ça pouvait apporter, et le challenge aussi, on a été assez séduit directement. Mais avant d'arriver, on ne savait pas encore exactement où on mettait les pieds. Et pour toi, Céline, comment ça s'est passé? Alors, pour moi, j'avais fini mon expérience précédente chez Transilien, où j'avais travaillé sur la collecte de données d'OpenStreetMap pour les gares. Et je recherchais un autre projet pour continuer de travailler. J'étais pas forcément attachée à rester à la SNCF, mais j'avais envie de travailler dans un projet qui ait du sens, donc dans une entreprise qui ait du sens environnementalement et socialement. Donc, ça m'allait aussi de rester à la SNCF. Et c'était important aussi pour moi de travailler dans le sujet des données ouvertes et la cerise sur le gâteau dans l'open source, puisque j'avais essayé sans succès de faire passer en open source le logiciel sur lequel je travaillais chez Transilien, mais bon, tout ça est une autre histoire. Donc j'ai rencontré Loïc un peu par hasard. Je me demande si c'est pas Simon d'ailleurs qui nous a mis en relation. Je me souviens plus. Je sais plus si c'est Simon ou Bertrand, mais il y en a un des deux qui m'a dit il y a Céline qui change de poste, faut que tu la rencontres, elle est trop bien. Et du coup, j'ai rencontré Loïc qui m'a dit on a des problèmes avec nos données. Est-ce que ça te dit de venir mettre le nez là-dedans et de voir si on pourrait faire plus d'open data? Moi, je connaissais rien à l'exploitation ferroviaire, mais ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais à la SNCF, donc je m'étais dit bon ça va. Je travaillais dans les gares, les trains, ça doit être pareil. Et en fait, à ma grande surprise, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai effectivement appris beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux concepts dans ce projet. Et puis, j'espère qu'on va faire de plus en plus d'open data. En tout cas, on y travaille. Et quand je dis c'est Simon Clavier ou Bertrand Billot qui m'a présenté Céline, c'est un peu aussi comme ça que ça s'est passé pour un certain nombre d'entre nous. C'est-à-dire, c'est un peu le bouche à oreille, un peu les réseaux qui se mettent en marche. Tiens, j'ai entendu parler de ce projet, c'est intéressant. On a pas mal siphonné les promos de l'EPITA qui sortent des ingénieurs qui sont très, très solides, des ingénieurs informaticiens au début, et puis après, par le biais de rencontres ou de choses comme ça, on a un peu fait de la dentelle, on a recruté un par un. On faisait venir les candidats potentiels, ils passaient une journée avec nous. On faisait pas d'entretien d'1 heure comme ça se fait habituellement. En fait, les candidats passaient une journée, ils découvraient l'équipe, ils découvraient le projet, on se découvrait ensemble, et à la fin, soit on décidait de continuer ensemble, soit on arrêtait là. Mais on a aussi, dans le mode de recrutement, on a un peu été innovant de cette façon-là, parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas se rendre compte de part et d'autre, au cours d'un entretien d'1 heure, de ce qu'est la personne, de ce qu'est le projet, de ce qu'est l'ambiance dans laquelle je vais travailler, les enjeux, tout ça, enfin la technicité ou pas. Donc pas mal de bouche à oreille, de fonctionnement de réseau, puis un peu une méthode un peu innovante innovante, c'est un bien grand mot, mais le fait juste de passer une journée ensemble, je trouve que c'est vachement bien, quoi, en fait. Ça a permis d'attraper des candidats qu'on n'aurait pas forcément eu avec un entretien d'1 heure, parce que justement, c'est trop formel. En fait, ce qu'il faut, c'est plutôt à nous de séduire les développeurs que le développeur de nous séduire, en fait. Donc moi, je préfère être transparent sur ce qu'on va proposer, et on essaye d'être le plus transparent possible, et généralement ça plaît. Ce qu'a dit Céline aussi, ça évidemment, ça joue en notre faveur. On a un projet qui a du sens. Au niveau des transports, je ne veux pas faire de greenwashing, mais il y a forcément cette idée-là derrière. On fait de l'open source, ça motive encore plus les développeurs. Donc on est assez attractif, j'ose l'espérer, et on a un projet qui techniquement est assez intéressant aussi, parce qu'on relève des challenges techniques qui sont pas très faciles, quoi. Et puis après on fait marcher les réseaux, quoi. Et puis aussi, on est obligé de le dire, les méthodes de recrutement classiques par appel d'offres, hein, on est obligé de compléter l'équipe comme ça. Si je peux juste ajouter quelque chose à tout ce que vient de dire Loïc, je pense qu'on peut quand même
Dire qu'on a un taux de turnover qui est particulièrement faible, surtout pour un projet informatique. Donc ça, je pense que c'est aussi une validation de l'intérêt que portent les personnes de l'équipe au projet. Avant qu'on passe sur la partie financement, la dernière question, c'est est-ce que OSRD, maintenant, c'est un projet qui est connu ou reconnu à l'intérieur de SNCF Réseau? Je pense, ouais. Je pense que ça commence à être, connu. Reconnu, j'aurais pas cette prétention-là. On faut qu'on fasse nos preuves encore. Je suis confiant, ça viendra, mais on doit encore faire nos preuves, c'est clair. La mise en production, encore une fois, c'est aujourd'hui, hein, tu vois? Donc, sur les études, les premiers utilisateurs, ils ont l'air séduits, ils savent que c'est un énorme potentiel. Il faut passer du potentiel au réel, quoi, au concret, quoi. Donc, mais on commence à être connu et je pense que les premiers résultats sont encourageants, donc j'ose espérer que ça va poursuivre. OK, bah, ça m'amène à la question suivante. Donc, on a parlé de la genèse des premiers financements, les financements européens, et cetera. Ce que Mmh. j'aimerais bien comprendre, c'est, comment vous financez OSRD? Est-ce qu'OSRD, il est, pour l'instant intégralement financé par SNCF Réseau? Donc là, il y a eu des fonds européens. Est-ce que vous avez d'autres fonds à côté, d'autres ressources financières supplémentaires? Comment ça se passe, en fait? Réseau contribue au financement d'OSRD, ça c'est clair. On a candidaté à un programme de financement européen qui s'appelle, CEF en 2021, Connecting Europe Facilities. Ce programme qui nous a fourni, une grosse partie du financement. Mais pas seulement. Le financement européen doit être, adossé à, un abondement qui a été, donné par le ministère des Transports, en gros. Donc on a aussi un financement de l'État directement sur le projet, donc État, Europe et SNCF Réseau. Ça nous permet donc, bah, oui, maintenant d'être, une cinquantaine de personnes. Donc c'est un budget assez conséquent. On est reparti pour un cycle de financement dans le cadre du CEF, 24, donc encore sur le même principe, le même montage financier. Des cycles longs? Des cycles de 3 ans. OK. Ouais, ça permet de voir. Ça permet de voir. En 3 ans, franchement, on a développé beaucoup. J'ai hâte d'être dans 3 ans pour voir où on en sera dans 3 ans. C'est des cycles assez longs, mais qui nous permet justement, ça nous permet de nous structurer, de faire des choses cohérentes et de faire des choses sur un peu plus enfin, assez long terme, quoi. J'aimerais qu'on parle de la gouvernance. Et là, ça va devenir aussi très intéressant. La gouvernance, d'OSRD, tu as dit on a évoqué au tout départ la fondation OpenRail. Mouais. J'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus pour, comprendre, le cheminement qui arrive à faire une fondation, quoi. Vous partez de l'idée de se dire: «OK, on va faire un outil, il va être open source», il se passe plein de trucs et on arrive à la création d'une fondation, européenne. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu dans les grandes lignes, la pensée, le cheminement qui est arrivé, jusque-là? En fait, le cheminement, il est simple, hein, c'est, OK, enfin, comme j'ai dit, hein, on m'a dit: «Le projet doit être open source». OK, je le fais open source. Ça sert à quoi l'open source? Moi, je connaissais open source, mais pas plus que ça, tu vois? Enfin, j'ai utilisé des logiciels open source et tout ça. Moi, je suis pas un libriste de la première heure, quoi. Et en fait, j'ai déroulé un petit peu le modèle de l'open source. C'est quoi l'open source? Comment ça marche? C'est quoi l'intérêt? Et cetera, et cetera. Et j'en suis arrivé à la conclusion, qu'il fallait donc cet espace neutre. Si je voulais avoir des contributeurs extérieurs, parce que c'était quand même ça aussi le but de le faire, en open source, qu'il me fallait un espace neutre. Donc je suis parti d'abord sur l'idée de faire une fondation autour d'OSRD. Puis j'avais pris une stagiaire à l'époque qui m'aidait justement à trouver un peu le business model de l'open source et qui est tombée sur, une thèse d'une chercheuse de Montpellier que tu connais, donc qui s'appelle Amel. Donc en 2020, je crois, on a contacté Amel Charleux de l'université de Montpellier, donc a fait sa thèse sur les business models de l'open source. Après plusieurs échanges, elle nous dit: «Bah, peut-être qu'une fondation, pardon, spécifique au SRD, c'est pas suffisant. Enfin, est-ce que tu as regardé les fondations métiers?» Des choses comme ça. En parallèle de ça, j'étais en discussion notamment avec Simon, Clavier, sur, enfin, on faisait le tour des fondations existantes, Eclipse, Linux, Apache et moi je m'y retrouvais pas en fait je voyais bien l'intérêt pour les composants informatiques, enfin pour les choses spécifiques, mais moi je viens du métier et je me retrouvais pas dans les fondations classiques. Donc moi j'ai un peu poussé cette idée de développer une fondation spécifique autour du ferroviaire. Dans le groupe de discussion qu'il y avait avec Simon, il y avait les Allemands et les Suisses déjà qui étaient là et moi je suis allé chercher, enfin j'avais des contacts avec l'Union internationale des chemins de fer où je me disais: «Bah, là, il y a 200 adhérents de l'UIC qui sont des gestionnaires d'infrastructures ou des EF à travers le monde, qui représentent un potentiel de contributeurs intéressant
pour une fondation métier ferroviaire. Et je suis sûr qu'ils pourraient être intéressés. Donc on a mis SNCF, DB, SBB et l'UIC autour de la table. Amel nous a aidés à faire à dessiner les premiers statuts, on va dire. Et puis on a mis, là pour le coup, on a mis, je crois, 3 ans à sortir, à sortir vraiment la fondation. Ça a été un processus itératif. On a travaillé évidemment à distance, un environnement multiculturel, même si c'est l'Europe, c'est pas forcément évident. Mais on sort en janvier 2024. Enfin, le décret royal, c'est une association internationale sans but lucratif, donc AISBL belge, qui crée officiellement l'association OpenRail, parce qu'entre le moment où on commence à déposer les statuts et au moment où ils ont accepté, la loi belge change et on n'a plus le droit de s'appeler fondation. Donc on s'appelle association OpenRail. On a abordé déjà plusieurs fois le sujet des AISBL, dont la dernière fois sur l'épisode avec Gaël Blondel sur Eclipse, où il parle justement de ce que c'est une ASBL et pourquoi ils ont choisi ça, etc. C'est assez intéressant de creuser aussi Voilà. Pourquoi en Belgique. On en parle aussi dans l'épisode sur l'ERP Triton, aussi sur pourquoi la Belgique et quels sont les statuts et à quoi ça sert. C'est assez intéressant. Pour rendre à César ce qui appartient à Gaël, hein, Gaël nous avait présenté Eclipse et la ISBL et c'est ce qui nous a un peu inspiré dans le choix. Hein. En fait, donc ce qui est intéressant de tout ça, c'est que vous dites, OK, l'idée de la créer en Belgique, c'est pour avoir un terrain plus neutre que... Ouais. Parce que si c'était en France, potentiellement, c'est associé à SNCF, quoi. C'est ça. Et en fait, je crois qu'à l'époque, de toute façon, en France, on ne pouvait pas créer une fondation. Une fondation, c'est très spécifique en France. Il faut verser, je ne sais plus combien, 150 000 euros pour lancer le truc. Enfin, c'est vraiment très cadré. Et c'est ce qui se fait dans l'open source. Hein. C'était les ISBL à l'époque. Ben, moi, je n'avais pas d'a priori là-dessus. L'UIC avait un bureau en Belgique. Il y avait quelques facilités, disons, à communiquer avec les instances belges. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait. Encore une fois, c'est aussi parce que Gaël nous avait parlé que l'Eclipse Europe était une ISBL. Parce qu'une de mes questions, c'était justement de savoir est-ce que le choix de la Belgique était un choix justement pour se rapprocher des institutions européennes Non, pas ou vraiment. pas. Donc, t'as C'est répondu à... pas ça. C'est pas ce qui a motivé le truc. C'est pas déconnant, mais c'est pas ce qui a motivé le truc. Ce travail de création de la fondation, c'est du temps de ton travail à SNCF Réseau qui est dédié à travailler là-dessus, ou c'est quelque chose que vous avez fait à côté? Enfin, comment ça s'est passé, ce temps long à travailler sur le sujet? Alors, moi, je fais pas 35 heures. Donc, c'était pas dans les 35 heures. Voilà. OK. C'est de l'investissement personnel, quoi. Enfin, mais je parle pour moi, mais c'est la même chose pour mes collègues européens. Enfin, je pense qu'ils c'est ou UIC. Enfin, c'est quelque chose qu'on a pris en plus à notre compte, à notre charge. Et au début, c'est pas quelque chose où je vais demander l'autorisation de bosser 2 heures par semaine dessus, quoi. Ça se fait un peu sous le manteau et puis Mais par contre, je tenais au courant de l'avancement de la création de l'association. Enfin, pour moi, c'était clair. Enfin, mais j'ai pas demandé un temps supplémentaire pour bosser dessus. OK, et dans cette, fondation, enfin cette association, comment ça se passe la gouvernance? Qui est représenté? C'est, des personnes physiques, des personnes morales? Comment ça se passe? Alors, on a 3 niveaux, 3 ou 4, je sais plus, de membres d'adhésion. Donc on a les membres platine, gold, silver et membres associés, 4, c'est ça. Les membres platine, c'est ceux qui ont créé l'association. Il y a 7 sièges et il y en a 4 qui ont été à l'origine de la création. Donc ils ont pris les membres, les 4 des 7 sièges des membres platine de l'association. Pour chaque siège, c'est un représentant de chaque groupe. C'est-à-dire que pour nous, SNCF, groupe SNCF, en fait, c'est pas réseau, hein, c'est bien groupe SNCF. C'est Frédéric Novello qui représente le groupe SNCF et qui siège au conseil d'administration de l'association OpenRail. On a Nicole Goebel, donc, qui est la CEO de DB Systel, donc l'équivalent de la DSI du groupe Deutsche Bahn. On a Jochen Decker qui est le DSI de SBB, enfin CFF SBB, les chemins de fer suisses, pardon. Et on a le représentant, enfin c'est le directeur financier notamment, mais pas seulement, directeur de Jean-Michel Evangelou, donc de l'UIC, qui représente l'association UIC au conseil d'administration. Après, on a d'autres représentants chez Infrabel, on a un deputy CEO, on a la DSI depuis 3 semaines, on a la DSI de l'ONCF, donc les chemins de fer marocains.
Ça, c'est une super nouvelle. Enfin, moi, c'était mon cadeau de Noël quasiment, que le OpenRide sorte de l'Europe, qui j'oublie. Et puis, il y a les membres associés. On a l'association Flatland aussi. Et donc, en fait, chaque entité a un représentant. Mais c'est plutôt des entités qui sont membres du conseil d'administration. On n'écarte pas la possibilité je ne veux pas m'avancer, mais il me semble qu'on peut être membre associé de façon individuelle. Honnêtement, j'ai plus le contenu des statuts en tête, dans tout le détail. Mais il me semblait qu'on pouvait être membre associé individuel. Donc chaque membre finance par, une espèce de cotisation le fonctionnement de l'association? OK. C'est une des raisons qui a poussé à faire notre association aussi et pas utiliser les fondations classiques Linux, Eclipse et Apache. Alors Apache, c'est à part parce que Apache, c'est très peu cher, mais Linux et Eclipse, pour moi, me semblaient vraiment très chers. Le ticket d'entrée était assez élevé. Nous, on a voulu un ticket d'entrée plus bas pour se lancer, quoi, parce qu'on ne savait pas où on allait en fait. Donc selon le niveau de membership, la cotisation est plus ou moins élevée, quoi. Le plus haut, c'est 25 000 € par an. Je crois que c'est 5 000. Le plus bas et les membres associés, c'est gratuit. OK. Il y a pas de salariés dans cette, Non, non, non. Enfin, pas de salariés directement par l'association. Donc ça va nous permettre de surtout travailler la communication, de faire des événements aussi. C'est dans les plans des années qui viennent, de faire des événements OpenRide. C'était ma question suivante. Voilà. Donc, et aussi éventuellement d'avoir un cloud dédié OpenRide. Les idées manquent pas. Il va falloir prioriser. Le but du jeu, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment de coordonner les efforts des différents groupes ou sociétés au développement en commun, de commun numérique justement. Est-ce que ça peut être un lieu d'échange? Je pense en particulier, par exemple, au niveau des problématiques open data, de pratique ou de discussion ou de contribution? Je sais pas, je me pose la question, moi. Pour l'instant, on a écarté le sujet open data, honnêtement. OK. On a 1 an, hein, donc d'opération là. Donc en 1 an, on a intégré 3 nouveaux membres ou 4 nouveaux membres, j'arrive plus. Non, 4 nouveaux membres, ouais, c'est ça. On a intégré 5 projets, il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc on se concentre vraiment sur l'open source pour l'instant. L'open data, ça viendra. C'est comme l'a dit Céline, hein, enfin, on a les moteurs open source, si on met pas d'essence open data, ça sert à rien comme résultat, quoi. OK, Toi, ouais. tu l'as dit mieux, Céline, hein, mais Le dernier sujet que je voulais aborder, tu en as un tout petit peu parlé au début, mais j'aimerais bien qu'on développe un tout petit peu. Tu as dit au départ, bon, ben, quand j'ai commencé le projet, on m'a dit, tu vas le mettre, ce projet en libre. À ce moment-là, au moment où vous commencez, est-ce que vous avez déjà de l'expérience? Est-ce que SNCF, le groupe, ou des entités ont déjà des projets ou des expériences des contributions en logiciel libre? Et sinon, est-ce que OSRD est une bonne vitrine? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent, à travers ça, en fait? alors oui, il y a un projet qui s'appelle, TOC, qui est un robot Un conversationnel, chatbot? un chatbot, ouais, Je mettrai le lien vers la présentation à Open Source qui est Experience. hébergé par l'association TOSIT, donc c'est toujours les mêmes, hein, c'est Simon Clavier qui est dedans. Donc TOC, ça a une dizaine d'années, je crois. C'est une production de SNCF Réseau, de SNCF, pardon, à la base et maintenant c'est, utilisé, adopté et développé par d'autres entreprises, qui contribuent. Je vais pas les citer parce que je risque de me tromper, mais si tu me dis que tu as un lien, vers Ouais, ouais, j'ai le lien une vers la conférence. présentation, de Open Source Experience, je le mettrai dans la transcription. Voilà, donc pour moi, c'est celui qui a le plus d'ancienneté comme projet développé en interne. Après, on utilise l'open source depuis très longtemps, enfin, que ce soit pour les bases de données, mais plus pour des composants logiciels, quoi. En fait, pour des composants informatiques, mais pas pour des sujets métiers. J'ai pas connaissance d'autres logiciels métiers qui aient été développés en interne et qui soient mis en open source. Je peux me tromper, hein, mais j'ai pas connaissance en tout cas. Si ce n'est TOC, si on peut considérer que c'est un logiciel métier. Mais on sent bien que, moi j'ai des échanges en interne avec certains collègues, on sent que c'est dans l'air du temps quand même, hein. Il y en a pas mal qui se posent des questions sur la mise en open source de leur logiciel parce qu'ils commencent à voir l'intérêt industriel. Parce que
Ça va permettre de comparer des résultats, ça va permettre d'aider à développer plus vite, où on se pose plus la question des formats de données, des algorithmes et des trucs comme ça. On les prend et puis on les intègre et c'est terminé, quoi. Donc c'est, au niveau, ferroviaire, c'est en train de prendre assez vite, quoi. Il y a une différence entre créer de zéro un logiciel libre et open sourcer un logiciel libre. C'est quand même 2 mondes assez différents. Prendre un logiciel existant et le publier, c'est quand même, c'est aussi un travail qui est vachement long et qui pose plein de questions sur, les projets, les licences, la Ouais. qualité du code, puis après, bah, il faut animer la communauté, tout ça. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'aussi, OpenRail pourrait être quelque part, le réceptacle pour certains de ces projets, quoi. C'est le cas des autres projets, alors de 3 des autres projets là qui sont non 2 des autres projets qu'on a intégrés, c'est qu'ils étaient fermés, ils les ouvrent pour les mettre dans OpenRail parce que ça a du sens pour eux et donc ils se posent toutes les questions que tu viens de citer parce que ça n'a pas été pensé comme un logiciel libre, ouvert au début, quoi. À la différence de ce que nous on a fait, où on est parti de zéro, on a dit: «C'est libre», on a mis des développeurs qui connaissaient très bien le milieu de l'open source, donc ont pris les bonnes décisions et donc pour nous, c'était plus facile. On a un deuxième projet, donc qui s'appelle LibLRS, qui est un peu un spin-off d'OSRD, qu'on a détaché d'OSRD et on l'a commencé en libre aussi, parce qu'on pense que ça a du sens de le détacher d'OSRD, parce qu'il peut être utilisé dans d'autres contextes. Donc c'est une librairie de conversion de coordonnées, entre les coordonnées, longitude, latitude-longitude et ferrolocalisation lingua PK, dans les 2 sens et donc ça peut être utilisé aussi pour d'autres gestionnaires de réseau, donc c'est pour ça qu'on a voulu le sortir et on l'a fait, libre, de base. On a un projet qui se crée carrément dans OpenRail. Ça, c'est les Allemands qui ont souhaité lancer un projet, dans OpenRail et il y a 0 ligne de code pour l'instant, qui va traiter c'est un logiciel qui va aider à la migration des attelages, des wagons, fret, donc c'est très, très orienté métier mais ça a du sens parce que ça va toucher toute l'Europe, donc pourquoi pas le mettre en open source direct. Voilà, on a plein de cas, mais enfin, tu as raison, commencer ouvert, c'est beaucoup plus simple quand même à la base. Je confirme, pour avoir essayé de faire passer un logiciel en open source quand j'étais chez Transilien, bon, on n'a pas réussi. En fait, comme on n'a pas réussi à prendre la décision au moment où on a commencé les développements, on s'est dit on va le faire, mais on ne sait pas trop comment faire, c'est compliqué, il faut choisir des licences, il faut réfléchir à qui animera la communauté, blablabla, donc on le fera plus tard. Au final, le faire plus tard, c'est encore plus compliqué. Donc, ne reproduisez pas notre erreur. Il y a des gens qui viennent vous voir justement pour, discuter de votre expérience? Ouais. À l'intérieur du groupe? Ouais, ouais. J'en ai 2 ou plus 1 à l'extérieur du groupe, 3 donc qui sont venus me voir en disant: «La démarche, elle m'intéresse, comment vous avez fait?» Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois? On sent bien que ça bouge et que on voit quand même l'intérêt de l'open source pour plein de raisons. C'est pas juste, de la conviction de public monnaie, public code, il y a pas que ça, quoi. Il y a d'autres choses. Il y a un intérêt vraiment industriel à avoir du code avoir du code ouvert. Pour l'efficacité, pour évidemment la réutilisation du code, mais pas seulement, enfin l'efficacité dans le développement, mais même au quotidien, avoir un code ouvert, ça permet de ne pas se poser de questions, quoi. En gros, on sait ce qui se passe. Si ça marche pas, ben, on peut regarder directement. Enfin, si on voit qu'on veut développer un truc que des collègues ont déjà développé, et ben, on se pose même plus la question parce que c'est ouvert. Là, actuellement, on est capable à 2 bureaux d'écart de développer, 2 fois la même chose, hein. Enfin, je parle pas spécialement à la SNCF, hein, c'est dans les entreprises en général. Donc, avoir cette démarche d'ouverture du code, ça peut éviter ce genre de problème. On arrive à la fin, on a abordé, pas mal de sujets. J'aimerais vous laisser à chacun, la parole pour un mot de la fin. Si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Céline, à toi, l'honneur. Est-ce que tu veux faire passer un message? Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que notre conversation aura pas été trop technique, notamment sur le vocabulaire ferroviaire. C'est souvent la difficulté quand on présente nos sujets. Et puis, bah, j'invite tous les auditeurs et les auditrices, si vous êtes intéressés par les sujets open data et open source SNCF, n'hésitez pas à nous contacter si vous pouvez venir au FOSDEM. Enfin, si vous venez au FOSDEM, il y a une grosse partie de l'équipe qui sera là, donc venez nous parler. Sinon, bah, par les canaux habituels, n'hésitez pas à nous contacter et on est toujours disponible pour discuter de tous ces sujets. Voilà. Merci, Johan. Ouais, bah, mot de la fin, bah, déjà, merci pour le podcast, pour la représentation.
Tout ce que je pourrais dire à la rigueur, je voudrais quand même juste insister sur ce qu'apporte l'open source aussi au niveau humain, dans le sens où intégrer un projet comme ça, quand on démarre dans l'activité, c'est que du plus, à mon goût. On y rencontre beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens, on apprend beaucoup de choses. Il y a moins de barrières, du coup. C'est plus simple de s'approprier des concepts qui peuvent paraître brumeux. Je peux pas dire plus que Céline. On est aussi sur matrix.org. Voilà, des gens qui viennent nous voir parfois. Faut pas hésiter. Et puis, de contribuer. Loïc, N'hésitez pas à ton venir mot de la contribuer. fin. D'abord, moi aussi, merci Walid pour l'invitation. C'est un peu inattendu de parler d'OSRD dans un podcast spécialisé dans le logiciel libre, mais c'est un vrai plaisir. Comme mes collègues, n'hésitez pas à venir nous voir au FOSDEM, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que Walid, tu mettras les contacts qu'il faut dans la documentation. Que dire de plus? Moi, je suis extrêmement fier, évidemment, de contribuer à ce projet, parce que je pense que c'est un projet qui a du sens, c'est un projet qui a de l'avenir. Ça fait longtemps que je l'ai en tête, mais ça fait vraiment 3 ans qu'on le développe. Je pense qu'on a encore de belles années de développement devant nous et ça va vraiment aider à la promotion du système et à l'amélioration du système ferroviaire, parce que ça, c'est vraiment mes 2 objectifs. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour le développement logiciel, je pense que vous avez juste à regarder le code. Vous allez voir la qualité du code d'OSRD, mais des logiciels libres en général. Enfin, c'est des gens qui sont extrêmement exigeants. Donc, vous allez voir du beau code. Donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder et contribuer, évidemment, parce qu'on a aussi besoin de vos contributions. Voilà. Merci encore pour l'invitation et longue vie OSRD, quoi. Merci à tous les trois. Je dois avouer que la première fois que j'ai contacté Simon pour lui demander si je pouvais parler d'Open Rails, c'était en 2023. J'étais tout fou. Je me suis dit, oh putain, c'est trop bien, il faut en parler et tout. Donc je suis content qu'on puisse aborder le sujet. Je pense que ce sera pas la dernière fois, à mon avis, qu'on en parle, parce que c'est vraiment les sujets qui me passionnent. Merci à tous les trois d'avoir pris du temps. On va avoir certainement d'autres épisodes sur le transport et logiciel libre dans les mois à venir. J'ai encore pas mal d'idées. Puis il y a le FOSDEM qui arrive, donc voilà, ça m'a encore donné plein d'idées. Merci, à bientôt. Et pour les auditrices et les auditeurs, comme d'habitude, je vous demande juste de partager l'épisode. Et puis, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas à les faire. Le canal principal étant Mastodon. Voilà. Bonne soirée et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, bonne soirée.